Ah voilà, Maud, on te retrouve. Eh ben, on te laisse conclure cette longue après-midi. Voilà, je suis désolé, on a un petit quart d'heure, Ouais. enfin, de retard. On te laisse la main. Ok, pas de souci, je vais aller un peu plus vite. Du coup, je vais uploader les diapositives. Vous me direz quand vous pouvez les voir. Euh, Bon, Ouais, le like, ça ouais. arrive. De toute façon, enfin, j'ai prévu aussi plutôt que de trop aller dans le code, j'ai fait des screens pour aller plus vite, donc je pense qu'on tiendra. Est-ce Ah, que c'est oui, bon c'est pour les slides? super. Je me mets en mute et bah, je te laisse la parole. Ok, merci. Donc bonjour, enfin bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la session infusée de l'IA dans une application plus simple qu'on ne le croit. Je m'appelle Katia Gilgusman et je suis software engineer chez Microsoft, spécialisée sur les sujets data et IA. Donc dans cette session, on va discuter de comment utiliser des services qui permettent d'ajouter de l'IA facilement à nos applications. Donc on va commencer par une mini introduction de ce qu'est l'intelligence artificielle, vu qu'on va parler de ça dans cette session. Donc c'est très large, l'intelligence artificielle, il y a plein de choses. Justement, enfin, l'image de droite, j'aime bien l'image de droite parce que ça montre qu'en fait l'IA, ça peut juste être un ensemble enfin, ça peut être juste du code tout simplement qui décrit des actions. Donc moi, la définition que je donnerais, c'est ça permet d'émuler des comportements humains. Donc, par exemple, dans un jeu vidéo, vous avez des monstres qui sont commandés par des IA. C'est l'IA qui, en fait, est juste du code qui va définir des actions selon la situation. Mais dans l'IA, du coup, il y a une sous-partie qui s'appelle le machine learning, qui est, en général, les gens, quand ils parlent d'IA, ils se réfèrent surtout au machine learning. Donc le machine learning, en fait, c'est la création de systèmes qui apprennent à partir de données à effectuer des tâches sans qu'on ait besoin de les coder. Et donc contrairement à l'image de droite, au lieu de définir précisément quoi faire dans tel cas, on va laisser un algorithme apprendre à partir de données et donc on n'a pas besoin de spécifier exactement quoi faire. Et dans le machine learning, il y a une autre sous-catégorie qui s'appelle le deep learning. Et là, en fait, c'est des systèmes qui sont plus complexes. Du coup, ça devient un peu plus difficile d'interpréter ce qu'ils font puisque c'est du machine learning, hein, donc ils apprennent à partir de données à faire des choses, ils arrivent à identifier des patterns cachés, mais ces algorithmes-là sont beaucoup plus complexes que le machine learning dit classique. Donc lorsqu'on fait du machine learning, lorsqu'on a envie de créer un modèle de machine learning à la main, donc il y a plusieurs problèmes. Donc déjà, il y a besoin d'une très grande quantité de données, ce qui pose problème parce que déjà, il faut les avoir, il faut les chercher, il faut les préparer, les nettoyer, s'assurer qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Et donc ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi une grosse partie lorsqu'on commence à faire un modèle de machine learning, donc la partie data science, qui est vraiment comprendre nos données et donc passer du temps à voir ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut éliminer. Enfin, c'est tout un art qui est très enfin, ça prend beaucoup de temps de faire ça. Ensuite, il y a le développement donc, du modèle de machine learning en lui-même, qui est aussi un processus plutôt complexe parce que donc il y a des librairies spécifiques qu'il faut connaître et bon, il y a des modèles qui sont utilisables directement depuis les librairies qui sont faciles à utiliser entre guillemets, mais il faut quand même savoir comment les utiliser. Et après, quand on veut faire des choses vraiment spécifiques, il faut plonger dans la création du modèle, et là ça demande encore plus de compétences parce qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on fait et, euh, et du coup, ça prend du temps, toute cette montée en compétences. Et ensuite, il y a l'entraînement du modèle qui lui aussi prend beaucoup de temps, puisque ça dépend donc du nombre, de la quantité de données que vous avez, ça dépend du modèle en question, mais c'est pas aberrant d'avoir un entraînement de 1 heure, voire plus, lorsqu'on entraîne un modèle de machine learning. Parfois, il y a
des gens qui laissent leur modèle s'entraîner pendant la nuit, qui reviennent le matin pour voir où ça en est. Donc ça, non seulement ça prend du temps, mais en plus ça coûte cher, puisque on peut le faire sur son ordinateur si on a la machine pour, mais souvent ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des compute clusters, on utilise des ressources dans le cloud pour pouvoir, des ressources de computing pour pouvoir entraîner les modèles avec des GPU qui vont permettre d'aller un peu plus vite. Et donc ça coûte de l'argent lorsqu'on fait tourner ça dans un cloud. En plus, une fois qu'on a fait un premier entraînement, souvent il y a des ajustements à faire. Donc ensuite, il faut relancer tout ça. Enfin, vous l'avez compris, le maître mot, c'est ça prend du temps. Et du coup, quand on a envie de créer un modèle de machine learning à partir de rien, faut s'y prendre à l'avance, quoi. Donc le workflow typique lorsqu'on fait ça, c'est justement de prendre les données et commencer par les préparer, donc faire tout, comprendre les données, ensuite nettoyer par exemple s'il y a des données aberrantes ou des données manquantes. Une fois qu'on a fait ça, on peut entraîner notre modèle, donc comme on a dit, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, on peut le packager et le valider, donc ça souvent ça dépend ce que vous utilisez, mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire vous validez que votre modèle est bien a bien les performances attendues. Ensuite, vous le packagez, vous le déployez pour qu'il soit utilisable. Pour que souvent on publie ça sous forme d'API et on utilise ça, donc pour que les utilisateurs y aient accès. Et une fois qu'il est donc en production, on le monitore et puis on voit les performances, on voit si c'est bien ce qui est attendu et si besoin, on fait des ajustements. Et nous, du coup, on va voir dans cette session comment ajouter de l'IA à ces applications sans faire tout ça. Voilà, donc en utilisant les Cognitive Services. Donc, les Cognitive Services, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des services disponibles sous forme d'API, qui sont disponibles sur Azure, qui permettent donc d'ajouter de l'intelligence artificielle à des applications sans effort. Donc tout ce dont on a parlé avant, ces choses qui prennent énormément de temps, avec les Cognitive Services, pas besoin de s'en préoccuper, puisque la seule chose dont vous avez besoin, c'est de savoir utiliser une API. Donc c'est à partir du moment où vous savez coder dans un langage quelconque pour pouvoir faire appel à une API, c'est bon. Il n'y a pas besoin du coup d'être data scientist, il n'y a pas besoin de comprendre comment tout ça fonctionne. Vous avez juste à appeler l'API et ça fonctionne. Donc la plupart des Cognitive Services sont prêts à l'emploi, c'est-à-dire que vous avez juste besoin d'envoyer vos données et puis vous récupérez le résultat. Il y en a aussi qui sont personnalisables pour vos cas d'usage vraiment spécifiques. Donc, par exemple, si vous avez, les services par défaut seront reconnaître plein de choses qui sont communes à tout le monde. Mais si vous avez un cas d'usage spécifique, par exemple, parce que c'est des choses que seulement vous connaissez ou seulement vous y avez accès, dans ce cas-là, vous pouvez personnaliser certains Cognitive Services. Et pour faire ça, vous avez des interfaces graphiques qui sont très simples d'utilisation. Donc, même ceux qui demandent un peu de préparation, c'est très rapide et très intuitif. Donc, il y a plusieurs grandes familles de Cognitive Services. Il y a la famille Vision qui regroupe des services qui permettent d'analyser des images. Donc, analyser des images, ça peut être détecter des objets, comprendre le contexte de l'image. Ça peut être aussi détecter s'il y a du contenu indésirable sur des images. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec les visages, donc reconnaissance faciale, authentification par le visage, tout ce qui est OCR, donc lecture de texte manuscrit et non manuscrit. Voilà, donc ensuite, il y a la famille Speech qui regroupe tout ce qui a trait au langage, donc speech to text qui convertit, qui est de la transcription de voix en texte, et text to speech qui génère des voix naturelles à partir de texte. Il y a aussi de la traduction orale en temps réel. Ensuite, il y a la famille langage, donc qui regroupe tout ce qui est compréhension du langage naturel, détecter des intentions, analyser le sentiment, détecter les sentiments dans une phrase, faire de la traduction aussi sur le texte. Il y a tout ce qui est search, donc ça c'est pour ajouter de la recherche intelligente aux applications.
cette famille-là va disparaître de la grande famille des Cognitive Services pour rejoindre une autre catégorie de services, mais là, ils sont encore disponibles, donc c'est juste pour ajouter de la recherche. Et décision, c'est tout ce qui est autre, donc par exemple, détection d'anomalies sur des séries temporelles, détection de contenu indésirable, etc. Donc nous, dans cette session-là, on va parler de 2 cognitive services, un qui est personnalisable et un qui est prêt à l'emploi, qui font tous les 2 partie de la famille Vision. Mais gardez bien en tête que ils fonctionnent tous de la même manière de toute façon. Donc une fois que vous avez compris comment utiliser un service, vous avez compris comment tous les utiliser. Donc nous, pour cette session, on va se concentrer sur un cas d'usage. Et donc pour lequel on va avoir besoin d'utiliser les services de Vision. Donc notre scénario, c'est qu'on a des clients qui est une entreprise de jardiniers paysagistes qui s'appelle Nice Gardens, nom très original. Et ils ont 2 projets. Enfin, il y a 2 choses qu'ils aimeraient bien faire, donc 2 cas d'usage. Donc le premier, c'est qu'ils aimeraient améliorer leur référencement. Donc pour ça, ils ont eu l'idée d'ajouter des mots-clés, des descriptions à chaque fois qu'ils uploadent une nouvelle photo sur un site web, donc une nouvelle photo de leur réalisation. Sauf que pour l'instant, c'est quelqu'un qui fait ça à la main, donc quand ils uploadent des photos, ils doivent rentrer une description et rentrer des tags qui vont avec cette photo. Mais premièrement, ça prend du temps, et en plus, la personne, c'est toujours la même personne qui le fait, et c'est pas forcément, elle varie pas forcément trop les tags et les descriptions, donc il voudrait automatiser ça et avoir des descriptions et des tags qui sont suggérés, qui seraient ensuite modifiables si besoin. Et le deuxième cas d'usage, c'est qu'ils aimeraient automatiser la recherche de type de fleurs. Donc, lorsque des clients leur envoient des photos de fleurs en disant qu'ils veulent ça dans leur jardin, actuellement, c'est quelqu'un qui regarde les photos et qui répond en disant voilà, c'est tel type de fleurs, mais encore une fois, ça prend du temps et parfois la personne n'est pas tout à fait sûre, donc ils aimeraient bien pouvoir automatiser cette tâche-là aussi. Donc pour ça, on va commencer par utiliser un service qui s'appelle la Computer Vision API, donc qui est un cognitive service qui fait partie de la famille Vision, comme on a dit. Et donc cette API est prête à l'emploi, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, juste à envoyer votre image et vous récupérez le résultat. Donc il y a plusieurs endpoints, il y a plusieurs tâches qui sont réalisables avec cette API-là. Donc il y a de la compréhension d'image, donc analyse d'image, à la fois sur la scène, donc ce qu'il y a dans la scène, etc. Mais ça comprend aussi les actions et le contexte. Donc par exemple, un homme qui est assis sur un banc, des enfants qui jouent. Donc c'est pas juste visuel, il y a vraiment une compréhension de ce qui est en train de se passer sur l'image. Et donc il y a aussi plein d'informations annexes. Donc il y a de la détection d'objets avec la position des objets dans les photos. Donc ça renvoie des bounding boxes, donc des petits rectangles qui déterminent la position des objets qu'ils détectent sur chaque image. Et donc, dans les objets détectés, il y a des milliers d'objets, de monuments, de célébrités qui sont reconnus par défaut. Et donc ça, en fait, ça montre que en utilisant ça, vous allez avoir des résultats bien meilleurs que si vous essayez de faire un modèle tout seul, puisque c'est difficile de rivaliser avec Microsoft sur ces sujets-là, vu que Microsoft ou les autres cloud providers qui font le même genre de service ont quand même des ressources qui sont pas les ressources d'un individu qui voudrait développer son propre modèle. Donc, c'est entraîné sur des millions et des millions d'images. Donc, il y a vraiment une base de connaissances qui est intégrée à ce service qui est phénoménale. Donc, en plus de tout ce qui est objet, etc., il y a la reconnaissance de texte, donc l'OCR, à la fois manuscrit et non manuscrit. Ensuite, il y a un autre service qu'on va vouloir utiliser qui s'appelle Custom Vision, qui lui permet de configurer des modèles personnalisés. Donc, il y a à la fois des modèles de classification d'images, c'est-à-dire assigner une classe à une image, et des modèles de détection d'objets qui permettent donc de détecter la position des objets dans des images, donc de renvoyer des bounding boxes, donc des rectangles, avec la position des objets que l'on souhaite détecter. Et donc, ce service est configurable, mais il y a une interface très intuitive pour
pouvoir faire cette configuration préalable. Donc vrai, ensuite, c'est vraiment très facile d'utilisation. Il y a aussi une API qui est disponible pour que vous puissiez faire tout ça programmatiquement, si vous n'avez pas envie d'utiliser l'interface, mais si vous voulez plutôt intégrer dans du code intégrer dans du code les appels à cette API pour pouvoir entraîner votre modèle personnalisé, c'est possible. Et donc là, encore une fois, vous aurez des résultats bien meilleurs que si vous partiez de rien, parce que en fait, Custom Vision, il va s'adapter à vos données à vous, mais il a déjà une base très solide, ce qui fait que au lieu d'entraîner le modèle avec des milliers d'images, vous pouvez juste donner quelques images, donc minimum 5 par classe, mais 5 c'est vraiment très peu. Vous pouvez déjà avoir des résultats vraiment très impressionnants avec peu d'images, puisque il connaît déjà plein de choses. En fait, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui parlerait chinois, qui veut apprendre à parler français. Donc ça, c'est si on a envie de créer un modèle soi-même. C'est très compliqué et il y a besoin d'énormément d'exemples et de s'entraîner beaucoup pour pouvoir réussir à bien parler français. Mais une fois que la personne qui parle chinois a appris à parler français, elle peut plus facilement en tout cas, apprendre à parler espagnol. Et donc là, c'est le cas où en fait, on apprend à Custom Vision à s'adapter à nos données à nous. Il y a juste quelques données à fournir et avec nos connaissances qu'on a déjà sur le français, on peut s'adapter et apprendre l'espagnol. Voilà. Donc c'est un peu ça l'image que j'aime bien donner pour visualiser comment fonctionne ce type de service. Donc, si on récapitule, donc on va pouvoir répondre à nos 2 use cases. Donc le premier qui est l'ajout de mots-clés de description automatiquement, ce sera avec la Computer Vision API. Et le deuxième use case, donc de recherche de type de fleurs automatique, se fera avec Custom Vision. Donc voilà à quoi ressemble l'interface d'administration de Nice Gardens actuellement. Ils ont donc une petite interface où ils peuvent uploader leurs photos et ils peuvent rentrer à la main leur description et des tags. Mais là, comme vous voyez, donc la personne qui s'occupe de ça actuellement rentre 2-3 tags, elle donne des descriptions, mais c'est pas forcément la manière la plus optimisée de faire. Et donc nous, on va voir comment rajouter Computer Vision à cette application web pour que les champs soient pré-remplis. Donc ensuite, l'interface sera utilisable de la même manière, donc la description sera toujours éditable, les tags seront toujours modifiables, mais au moins ce sera pré-rempli avec les suggestions de Computer Vision API pour aller plus vite. Donc là, si on va sur la documentation de Computer Vision API, on voit qu'il y a plusieurs endpoints disponibles. Donc il y a le principal qui est Analyze Image, qui permet de faire plein de choses, donc détecter les objets, détecter vraiment tout ce qui se passe sur l'image, c'est très complet. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, on va pouvoir se contenter de Describe Image, qui en fait permet de générer une description d'une image avec également des tags. Donc c'est exactement ce dont on a besoin. On peut à la fois lui donner une image en bytes ou en URL. Donc si vous donnez un URL, assurez-vous juste que Computer Vision peut bien y accéder. Par exemple, si c'est sur un storage privé, vous pouvez inclure un token d'identification, mais nous, on va utiliser de toute façon des images à partir des fichiers uploadés par les utilisateurs. Donc voilà, ça c'est tous les endpoints à gauche là auxquels vous avez accès avec Computer Vision. Donc il y a aussi un endpoint spécifique à la détection d'objets, un endpoint spécifique à la lecture de texte, mais tout ça est un peu intégré dans Analyze Image avec des choses en plus. Donc, on va commencer par tester notre API avec Postman, juste pour voir ce que ça renvoie. Donc là, j'ai déjà fait tout en avance et pris des screenshots, comme ça on ira plus vite. Donc là, on voit qu'avec cette image-là, ça nous renvoie donc un champ de description qui contient des tags, une liste de tags, et qui contient également un caption, donc qui est la phrase de description qui nous intéresse. Donc si on regarde les tags, on a grass, outdoor, flower, field, etc. Donc ça a du sens, hein. Par contre, on voit que plus on descend dans la liste et plus les tags, moins les tags sont pertinents finalement, puisque les tags sont classés par ordre
par ordre de confiance, c'est-à-dire que plus Computer Vision va être confiant d'un tag, plus il va être au début dans la liste. Donc nous, ce qu'on va faire, comme on n'a pas vraiment besoin de tout ça, on va se contenter des 10 premiers tags. Enfin, c'est arbitraire, hein, mais voilà. On va prendre juste les 10 premiers tags de cette liste lorsqu'on va vouloir exploiter les résultats de Computer Vision. Donc là, je vais partager mon écran très rapidement pour pouvoir vous montrer le code. Bon, j'ai pris des screens, mais si je peux partager mon écran, ce sera pas mal. Est-ce que vous pouvez le voir? Actuellement, non. Ok, c'est un peu en train. Alors, en attendant, on a une petite question de Pacifico Angelo. Est-ce que Ouais. les modèles sont black box ou est-ce qu'ils sont exportables, ainsi que les pondérations du modèle pour pouvoir ensuite les utiliser et faire du transfert learning? Alors, pour Computer Vision, je ne crois pas. Mais par contre, pour Custom Vision, oui. Donc on en parlera juste après quand on parlera de Custom Vision. Mais donc les modèles sont exportables. Par contre, je ne pense pas que les pondérations du modèle soient accessibles. Voilà. Mais c'est possible de les exporter, de mettre ça dans un container. Quand on voit ton écran. Ok, parfait. Donc voilà à quoi ressemble le code. Donc là, c'est une application React, donc c'est du JavaScript. Si vous connaissez pas React, vous attardez pas trop sur la syntaxe, mais je vais quand même décrire rapidement ce que fait le code. Donc là, c'est la partie qui va juste ajouter Computer Vision, qui va appeler Computer Vision. Donc comme vous voyez, c'est vraiment juste un appel d'API. Donc on peut construire son endpoint en utilisant la région. Donc, en fait, lorsque vous créez le service sur Azure, vous avez plusieurs régions. Nous, c'est West Europe. C'est disponible un peu partout dans le monde. Il y a même France maintenant. Donc ensuite, vous avez juste besoin de votre clé que vous pouvez trouver sur le portail Azure lorsque vous créez votre source. Donc faites bien attention à mettre ça dans des variables d'environnement, parce que si quelqu'un a accès à votre clé, il peut utiliser votre service, donc c'est pas top. Donc voilà, une fois qu'on a juste récupéré ces informations-là, on peut faire une post request en envoyant donc le contenu de notre qui correspond aux bytes de notre photo uploadée, le content type, parce que comme j'ai dit, ça peut être soit un URL, soit une photo. Donc nous là, ça va être une image. Donc ça, c'est l'authentification header, donc qui contient la clé qui correspond à votre service Computer Vision. Donc ensuite, on récupère le JSON et on a juste à l'utiliser. Donc là, à gauche, on a la fonction qui se déclenche lorsqu'on ajoute des fichiers dans notre interface. On a juste besoin de récupérer donc les tags. Donc c'était une liste. Donc là, il y a juste une petite modification, puisque là, la façon dont j'ai fait l'appli, en fait, les tags, c'est des objets qui ont un ID, un texte. Donc on va juste prendre les 10 premiers tags et créer des objets qui contiennent ce texte-là. Et ensuite, on va mettre à jour donc la description et les tags, ce qui fait que ça va remplir automatiquement les champs. Donc les champs qui sont là, hein, en fait, leur valeur est égale à 10.state.description, 10.state.taginput. Donc ceux qui connaissent pas React, le state, c'est quelque chose qui se met à jour. C'est pas une démo React là, mais en gros, donc cette valeur des inputs est liée à notre state, et donc lorsqu'on le met à jour, ça va mettre à jour les inputs. Donc si là j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer le résultat, comme ça évite ça fait gagner du temps. Donc là, je glisse et dépose mes images. Et donc, comme vous voyez, c'est quand même assez rapide et ça pré-remplit nos champs. Donc ensuite, on peut toujours les éditer. Par exemple, là, il a mis un tag woman qui n'avait pas trop de sens. Donc là, je peux supprimer le tag et rajouter mon tag cactus. Mais ça permet quand même de faire gagner un temps non négligeable à la personne qui va s'occuper de ça chez Nice Gardens. Donc, je vais repasser sur les slides. Dites-moi quand vous pouvez les voir. Oui, c'est bon.
Ah OK, parce que moi, non. Donc là, vous pouvez voir les slides. Ouais. OK, c'est bon, je les revois. Ça a mis un petit Ah, attends. Est-ce que tu bouges dans les slides? Ouais, c'est bon, a priori. On voit tes slides, mais on t'a perdu par contre, Katia. Ah, un petit souci de connexion. J'espère qu'on pourra récupérer Katia. Donc plus en fait vous avez de datasets pour éprouver les modèles, et puis mieux c'est évidemment, parce que plus les résultats seront meilleurs, ce qui n'est pas toujours simple, hein. On voit que dans certains modèles, hein, il est quand même assez facile de tromper un modèle de machine learning. Bon, on le voit chez Google, on le voit chez Microsoft et d'autres, hein, évidemment. Euh, et c'est vrai qu'entraîner un modèle, hein, peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, parce que plus vous avez d'items dans le modèle, et plus vous allongez le temps de traitement. Je crains qu'on ait perdu Katia. On va attendre quelques minutes. Ah, ça y est. Ah non, 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 on l'a reperdu. Donc si vous avez quelques questions, on a encore un certain nombre de speakers, notamment, Heu, pour tout ce qui est c'est je suis là, ça on m'entend ou pas? oui, oui, c'est bon. Voilà, on t'a récupéré. Quoique non. Bon, décidément, on a un problème de connexion. Donc si vous avez quelques questions sur Blazor, on a encore les speakers avec nous, en attendant qu'on stabilise la connexion avec Katia. Ah, ouais. Éventuellement, essaye de redémarrer ton navigateur, éventuellement. Ah, on a récupéré ton micro. Oui, donc si vous avez des questions aussi sur Grafana, Christophe Villeneuve est là, donc allez-y. Euh, N'hésitez pas. Non, Katia, on t'entend pas du tout. Je vois que ton micro, il est actionné, mais c'est tout. Donc en attendant que Katia elle se reconnecte, donc si vous avez des questions sur Blazor ou sur Grafana, donc allez-y, hein, Maud et David sont là, et Christophe pour Grafana. Ne soyez pas timide. Ou sinon, sur le projet, effectivement, Orléans, hein, Nicolas est là aussi, donc allez-y, hein, si vous avez quelques petites questions. Ah, il y a Maud qui a une question. Allô? Maud, à la rigueur, tu peux te reconnecter. Allô? Ah, ah oui, ça y est. Ah! Merci. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, enfin, je pense que c'est le fait de repasser aux slides, ça bon. Bon, du coup, désolée pour ce petit, contretemps, je vais aller vite pour la suite.
Du coup, je reprends. Vous n'étiez pas en train de parler d'autre chose? Je peux Non, reprendre? non, c'est bon, OK, c'est bon. OK, ça marche. Du coup, donc là, on va passer maintenant à la partie, custom vision, donc classification, de type de fleurs à partir, à partir du service, qui est disponible à l'adresse customvision.ai. Donc vous avez une interface qui vous permet d'uploader vos images, d'entraîner le modèle, d'ensuite d'évaluer. Et si vous êtes content, ça fonctionne de la même manière que Computer Vision. Vous avez juste à appeler l'API, à envoyer votre image et à recevoir le résultat. Donc, quand vous créez un nouveau projet, vous pouvez spécifier le type de projet, donc si c'est un projet de classification ou de détection d'objets. Ensuite, vous pouvez spécifier si c'est si c'est du multiclasse ou du multilabel, donc c'est-à-dire si vous avez plusieurs classes par image ou si vous en avez juste une. Donc nous, en l'occurrence, c'est juste une. On va juste vouloir avoir donc une prédiction par image, peu importe le nombre de fleurs qu'il y a sur l'image, on veut juste savoir à quel type de fleurs ça correspond. Et ensuite, vous avez des domaines préconfigurés. Donc, par exemple, si vous savez que votre modèle, c'est pour différencier différents types de nourriture, vous pouvez utiliser le domaine food, ça va un peu améliorer les résultats. Vous avez aussi des modèles plus compacts pour ensuite pouvoir les exporter parce qu'ils sont plus légers, pouvoir les exporter, les mettre sur des plateformes mobiles, sur des modules à outils, voilà. Donc ça répond à la question de tout à l'heure, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemble l'interface. Vous pouvez très rapidement uploader vos images. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les uploader en batch. Donc vous pouvez uploader plusieurs images d'un coup et les taguer en une seule fois. Donc là, j'ai uploadé 15 images d'hibiscus et je mets mon tag hibiscus, ça va tous les labelliser d'un coup. Ensuite, donc vous pouvez continuer à ajouter vos différentes classes. Donc là, j'ai ajouté des photos d'hibiscus, de lotus, d'orchidées, de pensées et de tulipes. Et comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'images. Donc une quinzaine pour 3 classes et il y en a 9 pour les lotus et les tulipes. Mais comme je vous disais, donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'images. Le minimum, c'est 5. Vous pouvez tester avec peu d'images et puis ensuite, en fonction des performances, vous pouvez réentraîner votre modèle avec plus d'images jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Donc là, on a juste ensuite à cliquer donc, sur le petit bouton Train et on peut choisir donc, le type de training. Donc, il y a le Quick Training qui est plus rapide et il y a l'Advanced Training qui va prendre plus de temps mais qui va permettre de meilleurs résultats. Donc, si vous faites le quick training et que vous voyez que les résultats sont pas à la hauteur de vos espérances, vous pouvez recommencer avec de l'advanced training qui sera un peu plus long. Là, le quick training prend environ 5 minutes, un peu moins, donc c'est quand même assez rapide. Et là, on voit que avec le peu d'images que j'ai mis, j'ai une performance moyenne de 100%. Donc, ça donne la precision et le recall qui sont des métriques un peu différentes, mais on va pas s'attarder dessus. Mais ce qui compte, c'est la performance moyenne. Donc 100%, donc c'est très très bien. Ça donne quand même une bonne idée de la véritable performance parce qu'en fait Custom Vision va prendre parmi le dataset qu'on a donné, va prendre à chaque fois des images de test, va tester sur ces images-là et donc calculer les métriques et va faire un roulement. Donc c'est quand même calculé sur plusieurs essais, donc c'est bien représentatif. Donc, si vous avez une bonne performance à ce niveau-là, ça veut dire que vous aurez sans doute une bonne performance après. Mais vous pouvez aussi donc tester avec vos propres images en cliquant sur Quick Test. Donc, moi, j'avais réservé des photos pour chaque fleur qui n'ont pas été données à Custom Vision. Donc, Custom Vision ne les a jamais vues. Et on voit que les résultats sont quand même impressionnant puisque donc Custom Vision est sûr pour ces 5 images-là à 99,9% que c'est bien la bonne fleur, donc même à 100% pour l'orchidée. Et il y a juste cette pensée-là, c'est 96,8% il est sûr à 96,8% que c'est une pensée et j'arrive pas à voir mes 3,2 je crois, que c'est une orchidée. En même temps, ça ressemble un peu à une orchidée. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir une liste de prédictions, donc classées par probabilité, et en général, vous prenez donc la première prédiction. Donc là, même s'il n'est pas sûr à 100% que c'est une pensée, on aurait quand même ce résultat-là. Vous pouvez aussi, dans le code, du coup, ajouter des paliers, par exemple, dire que vous ne voulez pas afficher le résultat si il n'est pas sûr à plus de 90% pour une classe donnée.
Donc après, là, c'est à vous de voir. Mais donc on voit que vraiment en très peu de temps, on a quand même un modèle qui nous donne des résultats très satisfaisants. Et donc ça permet de répondre à notre deuxième cas d'usage, automatiser la recherche de type de fleurs. Donc après, cette appli-là, vous en faites ce que vous l'appelez depuis où vous voulez. On peut imaginer des scénarios avec des mails qui déclenchent des logic apps, qui vont appeler cette API, qui vont répondre aux mails. Enfin, vraiment, avec les Cognitive Services, vous pouvez, en 2 temps, 3 mouvements, ajouter de l'IA dans vos applis et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc comme je disais, là, on a présenté les services vision, mais gardez en tête que tous fonctionnent de la même manière et ceux qui sont personnalisables ont chacun leur interface, un peu comme customvision.ai et qui permettent de personnaliser, donc par exemple personnaliser la reconnaissance de la voix, la reconnaissance des visages, etc. Donc voilà, j'ai fait la fin très rapidement, mais on a perdu un peu de temps, donc merci en tout cas d'avoir écouté cette session. J'espère que vous avez appris des choses. Et du coup, je ne sais pas si on a du temps pour un Q&A, mais j'ai vu qu'il y avait une question. Les datasets utilisés par MS sont libres d'accès? Alors non, justement, parce que sinon, les gens pourraient reproduire trop facilement le service. Alors sachez aussi, je n'ai pas précisé, mais sachez que si vous voulez tester tout ça, donc voilà le lien pour accéder à la page. Vous avez à chaque fois des tiers gratuits qui permettent donc de faire des tests. C'est juste que vous êtes limité sur par exemple, il y a un certain nombre de requêtes par minute, donc il y a une certaine limite, mais vous pouvez très bien faire ces tests gratuitement si vous voulez. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, ça va, on n'est que 2 minutes après l'heure normale, donc j'ai speedé. Oui, effectivement, on a quelques minutes pour des questions, donc allez-y. Voilà, il ne faut pas être timide. Hein. Alors, soit tout le monde est pressé de partir, soit super, super clair. Bon, je pense qu'on va clore cette longue journée. Merci à tout le monde. Donc, je vous rappelle les prochains meet-up programmés. Donc, le 22 décembre, C++20. Le 3 décembre, Code in the Cloud. Donc, c'est le matin. Et celui du 22 décembre, c'est à 18h30. Donc, un vrai meet-up normal. Je tiens à remercier tous les speakers qui ont fait cette journée, qui ont animé les sessions et les quickies. Merci à toi, Katia, d'avoir conclu cette longue journée. Avec plaisir. Et puis, merci à celles et ceux qui nous ont suivis depuis le début. J'espère que ça vous a plu et nous vous souhaitons une excellente soirée et puis à très bientôt. Donc les slides et les vidéos seront accessibles, on croise les doigts, courant de semaine prochaine. Très très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.